Je vais articuler ma présentation autour de 3 questions. Qui suis-je, d'où viens-je et où vais-je, évidemment en termes scientifiques. Alors, qui suis-je? D'abord, je suis anthropologue et, attendez voir, ça va un peu trop vite. Anthropologue et donc professeur à l'Institut d'études religieuses à l'Université de Montréal. Mais je suis désolée, je n'ai pas d'accent québécois très croustillant pour vous, parce qu'en fait, je suis française et j'ai donc fait mes études à l'Institut d'études politiques à Strasbourg, en France, après quoi je suis allée en anthropologie à l'Université de Montréal, où finalement je suis en fait au Canada depuis 20 ans, donc je suis un peu hybride, mais j'ai résisté quand même à l'accent. Mais mon domaine de recherche, de façon assez large, on peut le qualifier, enfin on peut l'intituler autour de la diversité religieuse dans les sociétés sécularisées, que j'articule autour d'une perspective essentiellement ethnographique. Donc je me considère comme ethnographe, c'est-à-dire que j'adopte une approche empirique et je collecte des données de manière qualitative. Je vais sur le terrain, en immersion, afin de développer une compréhension émique, c'est-à-dire de l'intérieur de mon objet de recherche. Donc j'ai très typiquement une approche inductive, c'est-à-dire je n'ai pas d'hypothèse de recherche habituellement, mais une question qui va se laisser travailler par le terrain, et finalement c'est le terrain qui va m'amener à mes pistes d'analyse. Alors voilà une photo d'un anthropologue très connu, Malinowski, sur le terrain. Alors, d'où viens-je ? Toujours évidemment en termes professionnels. Alors on pourrait dire que je viens de là, c'est-à-dire que non, je ne suis pas membre d'une église chrétienne, mais en fait j'ai commencé mes recherches dans une église pentecôtiste, donc le pentecôtisme étant un courant du christianisme très axé sur la ferveur religieuse, comme vous pouvez voir, puisque je m'intéressais, j'ai commencé en fait mes études en anthropologie religieuse sur la question de l'effervescence religieuse. Et évidemment, pour étudier la question de l'effervescence religieuse, je me suis penchée sur les cultes pentecôtistes et notamment les dispositifs rituels de mise en émotion qui permet d'amener les membres à cet état de ferveur que les gens interprètent comme des états charismatiques, c'est-à-dire de possession par l'Esprit Saint. Ce qui m'a amené à faire l'ethnographie d'une église pentecôtiste de migrants congolais établie à Montréal. Mais très vite, j'ai compris que pour comprendre cette dynamique pentecôtiste à Montréal, il fallait que j'aille au pays d'origine pour comprendre comment ces églises-là, dites au pays d'origine églises de réveil, se développent. Et pour comprendre d'où viennent finalement les gens que je rencontrais à Montréal. Alors, ce qui était intéressant parmi, si vous voulez, cette approche inductive, qui au début m'a amenée vers cette église, surtout parce que je m'intéressais à la ferveur rituelle, où finalement les membres m'ont dit, mais bon, ce qui se passe dans le rituel, c'est pas très important. Ce qui est important pour nous, c'est le rôle de notre église dans notre intégration au Québec, en fait. Et là, j'ai compris qu'en fait, il y a deux dynamiques essentielles qui pouvaient m'aider à comprendre ce qui se passe dans ce groupe religieux. C'est d'abord un réseau transrégional très important, dans la mesure où cette église était au cœur d'une circulation d'acteurs religieux. Les membres circulent beaucoup, pays d'origine, Europe, etc. Mais également des acteurs chrétiens, des prophètes, des gens autoproclamés prophètes, guérisseurs, etc., qui circulent de façon transrégionale. Également, une circulation très importante d'idées, de savoir-faire religieux, dans la mesure où cette église, que je peux qualifier de mère à Montréal, en fait, avait fait des petits et avait commencé à chapeauter des églises au pays d'origine et même des ONG confessionnelles au pays d'origine. Donc, ce qui expliquait le réseautage transrégional et ce qui m'a donc amené à faire du terrain en Afrique. Ce qui a aussi été très important sur ce terrain, c'est d'observer une certaine réorganisation sociale qui s'articule, en fait, que l'Église en fait catalyse. C'est-à-dire que j'ai observé que les rapports sociaux, rapports de genre, rapports intergénérationnels, rapports ethniques, se réorganisaient dans cette Église autour du christianisme par opposition au rôle de la coutume et donc des traditions ethniques. Et également, ce que j'ai observé dans cette église, c'est de forts mouvements de changement d'identité religieuse et notamment des processus de conversion importants. Alors, ce
qui m'a donc amenée à m'intéresser plus spécifiquement sur la question de la conversion religieuse ou des conversions religieuses, leurs formes, leurs effets, mais surtout de façon transversale. Je ne voulais pas me focaliser sur un courant religieux particulier, mais comprendre la conversion religieuse en tant que telle. Ce questionnement est apparu en 2001, au moment justement des attentats du 11 septembre, et où, de façon assez paradoxale, en tout cas curieuse, on a pu observer une augmentation du nombre de conversions à l'islam. Ce qui m'a donc amené à me pencher sur la conversion à l'islam. À ce niveau-là, j'ai mené plusieurs études ethnographiques. Ma première étude ethnographique que j'ai commencée en 2006 portait sur la conversion de femmes, en particulier à l'islam, selon une perspective comparative entre la France et le Québec. Évidemment, j'ai beaucoup de résultats, mais parmi les résultats qui peuvent être pertinents pour cette chaire, c'est notamment le rôle de l'environnement social et politique, notamment la structure sociale, la structure politique, le rapport historique que chacun de ces environnements, France ou Québec, entretient avec le monde musulman, le rôle donc de ces facteurs-là dans le choix de l'islam, mais aussi dans l'interprétation de l'islam et également dans la façon dont on incorpore l'islam dans son quotidien. On ne vit pas l'islam de la même façon en tant que converti en France versus en tant que converti au Québec. Et finalement, la signification qui est donnée même au geste de conversion à l'islam est différente, encore une fois, selon le contexte. Le deuxième résultat intéressant, c'est les trajectoires de conversion en tant que telles qui s'articulent avec des réseaux sociaux et transrégionaux assez marqués. Ce que j'ai pu observer, c'est que la conversion à l'islam débute toujours par un contact avec un musulman de naissance. Donc, j'ai un cas sur 80 où la personne s'est convertie après avoir lu le Coran. Sinon, il y a toujours, et sans jamais avoir rencontré un musulman de naissance avant la conversion. Sinon, pour les 79 autres cas, il y a toujours eu un contact avec un musulman de naissance, pas forcément un amoureux, un voisin, un collègue, un ami, qui a suscité une curiosité envers l'islam. Et cette curiosité a engendré une recherche d'informations, souvent auprès des réseaux sociaux, ou par des échanges virtuels également, soutenus avec des musulmans, pas toujours établis dans le même pays, souvent établis dans des pays de tradition musulmane, qui débouchent sur des déplacements et parfois des unions maritales. Ce que j'ai observé également, c'est une dynamique jeune très marquée. Je ne m'intéressais pas à une catégorie d'âge particulière et dans mon échantillon, la grande majorité avait moins de 30 ans. Donc, ça, c'était pour ma première recherche qui a débouché sur un ouvrage paru en 2013 auprès de l'Université de Montréal et deux autres recherches. D'abord, une étude longitudinale, c'est-à-dire que 6 ans plus tard, j'ai essayé de retrouver ces femmes que j'avais rencontrées et qui étaient converties à l'islam et j'ai essayé de savoir, mais que sont-elles devenues ? Alors, 10 ans plus tard, certaines sont installées dans un pays du Maghreb, d'autres envisagent de s'y installer ou s'y rendent sur une base assez régulière, souvent pour des raisons familiales, la belle famille s'y trouve, mais aussi pour des raisons de transmission identitaire. On veut transmettre aux enfants une culture islamique. Toutes les femmes que j'ai pu retrouver entretiennent des amitiés fortes avec des convertis ou avec des musulmans de naissance, par l'intermédiaire des médias sociaux et du numérique. Et on peut dire que le numérique et les réseaux constituent une dimension essentielle de leur quotidien et de leur sociabilité. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'en 2006, la plupart étaient très critiques par rapport aux pays musulmans, où elles me disaient « sévit un islam patriarcal dont elles voulaient vraiment se dissocier », en disant « moi, je suis une musulmane féministe, j'ai rien à faire avec cet islam patriarcal qu'on peut trouver dans les pays de tradition musulmane. » Ça, c'est la deuxième recherche. Une autre recherche que je mène et qui est toujours en phase d'analyse, c'est donc sur la conversion de jeunes, en particulier au Québec. Puisque dans ma première recherche, j'avais observé une dynamique jeune très marquée, j'ai décidé de faire une deuxième grosse étude au Québec sur la catégorie jeunes, donc des jeunes de moins de 25 ans. Et là, j'ai vraiment élargi ma définition de la conversion en disant, je vais prendre ceux qui ont prononcé la shahada, mais je vais aussi prendre ceux qui se disent attirés par l'islam, qui vont faire le ramadan, mais sans vraiment se considérer musulmans, mais qui vont commencer à incorporer des pratiques de l'islam, souvent par influence de l'entourage.
Alors là, j'ai aussi des résultats assez intéressants, parce que même si j'ai décidé de sortir de la dimension comparative et de me focaliser sur le Québec, ce que j'ai trouvé, c'est une importante proportion de Français ou d'Européens qui viennent au Québec et qui, là, décident de passer le cap, on se convertit. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, la plupart ont des parcours transrégionaux assez marqués. Ils ont transité dans d'autres pays, européens, maghrébins, avant de s'installer au Québec, qui n'est souvent pas le point d'arrivée. On envisage après de continuer à circuler plus loin vers l'ouest ou alors d'aller dans un pays musulman. D'autres entretiennent des liens forts avec des pays musulmans, soit via leur réseau amical ou familial, et la plupart maintiennent des contacts virtuels avec la France. Ce qui est intéressant, c'est que cette transition vers le Québec est motivée par certaines représentations des lieux. Et je m'intéresse beaucoup à cette question de la représentation des lieux, ce qui motive en fait ces parcours transrégionaux. Et donc la majorité, peut-être pas la plupart, de ces Français ou de ces Européens, considèrent la société française profondément inégalitaire, d'après ce qu'ils disent, raciste, étroite d'esprit. Ils expriment un engagement fort envers des projets alternatifs, politiques, sociaux, économie, par exemple, régime économie de troc, pour donner juste un exemple. Ils sont très engagés dans des causes environnementales également, et ils considèrent ces projets alternatifs comme en adéquation avec certains enseignements de l'islam et pour lesquels l'environnement nord-américain offrirait un environnement particulièrement favorable. Leur rapport avec les pays arabes, ou je dirais plutôt des traditions musulmanes, est ambivalent, de sorte que leur pratique et compréhension de l'islam pourraient mettre en évidence l'émergence d'un islam des convertis. Et c'est donc mon projet Alimera, qui est de comprendre les conversions à l'islam dans le cadre d'une dynamique transrégionale, en particulier 2 axes. Je voudrais essayer de comprendre les projets idéologiques, donc qui sous-tendent ces projets alternatifs, politiques, socio-écologiques. Je voudrais aussi essayer de comprendre les représentations des lieux, les idéaux moraux qui motivent ces parcours transrégionaux. Et évidemment, en contrebalancement, je voudrais comprendre les régulations institutionnelles et politiques qui balisent ces circulations et qui les contraignent. Et j'aimerais effectuer ce projet dans le cadre d'une triangulation France, Québec, Maghreb, qui actualise évidemment certains rapports historiques entre ces 3 régions. Donc là, j'ai mis un petit peu cette triangulation. Plus spécifiquement, ce projet, pour aboutir à ces objectifs, je vais me focaliser sur 2 sites d'observation où se manifestent en particulier ces logiques. D'une part, les unions mixtes que contractent les convertis avec les musulmans de naissance et qui vont souvent donner lieu à ces circulations transrégionales, parce que la plupart des convertis que j'ai rencontrés se marient avec des musulmans de naissance. Je pense que j'en ai peut-être 5 sur les 80 que j'avais rencontrés qui s'étaient mariés avec d'autres convertis. Et également, je voudrais me concentrer sur les projets de transmission identitaire aux enfants nés de ces unions. J'ai plusieurs convertis qui sont partis vivre dans un pays de tradition musulmane en se disant « là-bas, je vais pouvoir vraiment transmettre l'islam à mes enfants ». Après, entre le discours et la pratique, il y a parfois des hiatus. Mais en tous les cas, je pense que sur ces 2 sites-là, on peut vraiment essayer de comprendre ces dynamiques transrégionales. Alors la portée en fait de ce projet qui est surtout axé sur l'aspect transrégional, c'est de sortir du nationalisme méthodologique qui a vraiment dominé les études sur les conversions, en voyant les conversions comme finalement une trahison, un manque de loyauté au pays et à l'identité nationale. Donc je voudrais sortir de cette idée-là pour comprendre ces parcours d'une façon transrégionale et ultimement établir un programme de recherche qui pourra s'élargir à des changements vers des religions autres que l'islam, partant du principe qu'il existe des déterminants communs au changement de religion qui ne sont pas spécifiques à la conversion vers l'islam. Merci.